Alors, Isabelle Homme nous demande quels sont les risques liés à l'entreposage et ceux liés à l'enfouissement. Ça va être difficile de faire une réponse courte et synthétique, et pourtant, ce serait une bonne idée. Je vais peut-être Fabrice Boissier. en profiter pour amener une précision par rapport à ce qui a été dit sur les entreposages de surface. Les entreposages de surface, aujourd'hui, on en a en France, à plusieurs endroits, notamment à La Hague, Marcoule, Cadarache, les installations nucléaires qui sont autorisées, exploitées par des exploitants, contrôlées par l'autorité de sûreté nucléaire, qui permettent de garantir la sûreté. Mais comme le soulignait M. Serre, c'est à long terme, on a des doutes sur la capacité à gérer ces entreposages par la société dans la durée. On a parlé d'installation de surface de CIGEO. Ça sera une installation qui sera beaucoup plus petite que les installations d'entreposage actuelles des exploitants Areva, EDF ou le CEA. Pourquoi ? Parce que ça va être juste un lieu de passage. Comme disait M. Zerbib, on ne peut pas envoyer les colis un par un au fond, donc il y a un petit stock tampon, mais ça sera 100 fois moins gros qu'un stockage comme ceux de La Hague ou de Cadarache. Donc c'est vraiment une installation d'entreposage extrêmement réduite qu'on aura en surface à CIGEO, et je suis d'accord avec M. Thuillier qui disait que ça présente des risques quand même moindres. Alors après, les risques de l'entreposage, les risques du stockage, ils sont en exploitation, c'est à peu près les mêmes natures de risques. On cherche à se protéger des agressions externes, des séismes, des inondations, des chutes d'avions. On cherche à se protéger des agressions internes, incendies, explosions. Ces problèmes, ils peuvent apparaître de la même manière dans l'entreposage et dans le stockage. Simplement, le stockage, lui, il apporte la garantie sur le long terme. Une fois qu'on l'aura fermé, on aura une protection passive. Et puis, pendant l'exploitation, on doit assurer exactement les mêmes fonctions avec le même niveau de performance que pour les entreposages. Par exemple, M. Thuillier prenait l'exemple des filtres. On mettra des filtres dans la station souterraine aussi bien que dans les installations de surface, parce que c'est une contrainte pour avoir un entreposage sûr. Entreposage, stockage, oui, Jean-Claude Zerbib, notre expert indépendant. C'est là où, est-ce que c'est dans ce bâtiment d'entreposage que vous ferez vos contrôles ? Parce que des contrôles, il faudra nécessairement en faire. Je ne sais pas combien de colis vous allez agréer. J'étais très surpris du nombre en regardant le dossier Andra de 2012. Des déchets de moyenne activité avec des produits à vie longue, il y en a 32 sortes. Donc, ça ne va pas être simple d'organiser des contrôles types, de s'assurer que dans ces types de colis aussi différents, on n'est pas des loups, quoi. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Ça veut dire que le contrôle que vous ferez avant l'enfournement est un point clé. Bien sûr, et l'installation de surface, ça sera pour une toute petite partie de l'entreposage, mais ça sera principalement une installation de réception des colis, de contrôle, de conditionnement et de préparation pour la descente en stockage. Donc il y aura bien sûr des opérations de contrôle qui seront réalisées dans cette installation de surface et qui prennent d'ailleurs une bonne part de la place ou du processus en surface. On nous demande aussi des questions assez pratiques sur la vie autour du futur site d'enfouissement, comme ce SMS qui vient d'arriver. Pourra-t-on vivre ou cultiver tout à proximité du centre d'enfouissement ? La réponse est oui, sans aucun problème. Réponse claire et nette de Fabrice Boissier de l'Andra. C'est une nécessité réglementaire. On ne peut pas autoriser une installation si elle n'est pas capable de ne pas avoir d'impact sur son environnement proche. Et l'Andra, qui est implanté en Meuse-Haute-Marne depuis plus de 15 ans. Nous avons beaucoup échangé avec les riverains. Nous avons entendu l'inquiétude exprimée par ces riverains justement sur est-ce qu'on pourra continuer à avoir nos activités économiques comme avant. Et donc, en réponse à cette demande exprimée par les riverains, nous avons, dès 2007, mis en place un observatoire de l'environnement, observatoire qui nous permet d'avoir vraiment une vision très précise, mais largement au-delà de ce que nécessiterait l'installation CIGEO, une vision très précise de l'environnement, et sur cette base, apporter la démonstration par A plus B qu'effectivement, le site n'a pas d'impact qui modifierait de manière inacceptable les conditions de vie. Bertrand Thuillier, vous voulez répondre, et puis après, M. Serre. Tout à fait, oui. Il y a ce qu'on appelle l'Observatoire pérenne de l'environnement, qui a été tout à fait créé en 2007. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient d'une directive européenne, où en fait, il y avait 3 caractéristiques, grosso modo, je vais faire court. La caractéristique, c'était où. Alors, où, c'est sur la zone, c'est-à-dire que c'est pour répondre à des problèmes de perturbation de l'environnement, etc. Et donc, par rapport à un projet aussi important, et donc, où, c'est sur la zone qui peut être la plus impactée. Et cette zone plus impactée, en fait, et l'OPE concerne 900 km², donc c'est une zone, l'Observatoire pérenne de l'environnement, donc c'est 900
900 km², donc une zone très importante. Ensuite, ça n'a rien à voir. Quand c'est 2007, alors quand dans la directive, c'est dès que le site a été choisi. Fabrice Boissier l'a. Ça n'a rien à voir avec la directive européenne. Et ensuite, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui va être analysé? Ce qui va être analysé, ça va être aussi bien donc tout un ensemble de gaz radioactifs. Ça va être par exemple du krypton, ça peut être du tritium, ça va être du bore, ça va être du mercure, etc. Et dans ce point de demande, également est demandé une surveillance sanitaire des populations. Donc, je dirais tout ça, c'est pas ça qui va dire qu'il peut y avoir des risques, mais c'est quand même relativement inquiétant et pas très rassurant de savoir qu'il y a une telle structure de 900 km² d'observatoire qui va être mis en place autour de ce. Mais monsieur Thuy, le lien que vous faites entre la directive et l'Observatoire de l'environnement, je suis désolé, il faut que je réponde, parce que le lien entre la directive et l'Observatoire de l'environnement, c'est une affabulation complète. Cet observatoire, il a été fait à l'initiative de l'ANDRA, sur la base des échanges avec les riverains. Il a été fait parce que je rappelle que nous sommes un établissement public, que nous dépendons aussi du ministère de la Recherche et que nous nous inscrivons dans les politiques nationales de recherche françaises. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cet observatoire qui sert à l'ensemble de la communauté scientifique française, bien au-delà du seul sujet lié à CIGEO. Donc c'est un projet de recherche de niveau national d'ailleurs qui est reconnu par l'ensemble des communautés de recherche comme un excellent outil, et ce n'est pas du tout comme vous semblez le prétendre parce qu'il y a des impacts de CIGEO qui sont craints. C'est une démarche volontaire d'un établissement public de recherche. Écoutez, c'est dans l'appel d'offres de cet observatoire, il est bien mentionné qu'il sera nécessaire d'analyser tout un ensemble de contaminants radioactifs, que ce soit du carbone 14, que ce soit du bore, du mercure, etc. Enfin, toutes des substances qui peuvent être rejetées par ce centre de stockage. Je voudrais juste dire que toute installation nucléaire qui rejette des déchets doit être autorisée dans son domaine de fonctionnement à rejeter des déchets jusqu'à une certaine limite. Oui. Il n'y a pas lieu de penser, compte tenu de la nature même de l'installation qui consiste en fonctionnement normal, hors accidentel, à manipuler des déchets, des colis de déchets radioactifs, que les rejets soient très importants par rapport à d'autres installations nucléaires. Je suis d'accord. Et de toute manière, donc cette autorisation sera donnée par l'autorité de sûreté, et lors de l'enquête publique, les chiffres seront donnés. Oui, je suis d'accord, mais avouez que faire un contrôle et une observation sur 900 km² de ces substances, c'est pas très rassurant pour les riverains. Après, les riverains jugeront par eux-mêmes. L'IRSN fait une surveillance de l'ensemble du territoire sans que ça inquiète outre mesure les citoyens français. Jean-Claude Zerbi, vous voulez intervenir aussi? Cette installation nucléaire de stockage, elle sera comme toutes les autres installations. Ça veut dire qu'à partir du moment où on manipule des produits radioactifs dans une installation, il peut y avoir des rejets atmosphériques. Ces rejets atmosphériques, ils vont être évalués et il va y avoir une autorisation spécifique pour différents produits. Et ça sera une installation classique. Et l'approche de l'étude de sûreté, elle ne différera pas des autres installations. Donc, il y aura probablement des rejets radioactifs. Ils sont probablement très faibles puisqu'on n'ouvrage pas de la matière. Mais il y aura une autorisation parce que si on dit qu'on ne rejettera rien, personne ne croira. Oui. Et justement, Laurine de Roy nous demande que va-t-il se passer s'il y a une fuite radioactive pour les habitants des communes avoisinantes? Juste pour revenir, Bertrand Thuillier. C'est pas une installation classique quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même 500 à 600 mètres cubes rejetés par seconde, donc à peu près 1,8 million de mètres cubes par heure, qui sont le résultat, la résultante de la ventilation de l'ensemble des alvéoles. Donc c'est pas quelque chose en termes de pollution atmosphérique. On est en train de parler. Oui, des alvéoles du stockage. Non. Le chiffre que vous avancez n'est pas la ventilation des alvéoles de stockage. Non, vous avez mal lu nos dossiers. 500 à 600 mètres cubes, c'est dans sa quasi-totalité la ventilation nécessaire de la zone de travaux, qui sera une zone de travaux publics. Et dans tous travaux publics, vous mettez de l'air frais et vous rejetez de l'air qui a permis d'alimenter les travailleurs. Et donc, c'est de l'air le même que celui qui sort d'un tunnel ou d'un travaux de BTP. Donc, ces 500 à 600 mètres cubes, c'est de l'air normal. Il y aura une ventilation spécifique
pour les alvéoles de colis de déchets, elle aura un débit beaucoup plus faible, inférieur à 100 mètres cubes. Et donc là, on est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Il y aura des filtres et, comme le disait M. Zerbib, il y aura des très faibles rejets, puisque on sait que certains colis sont à l'origine d'émanations très faibles de gaz radioactifs, et effectivement, ces gaz, eux, ils partent à la cheminée. Mais on est sur des niveaux sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir sur d'autres installations nucléaires, parce que nous, effectivement, on ne manipule pas la matière, on fait que déplacer d'un point A à un point B des colis qui sont déjà fermés et qui ont déjà dégazé pendant des dizaines d'années sur les sites d'entreposage. Alors à propos de radioactivité, je vous ai déjà posé une question, je la complète par celle de Marine Bernard de Haute-Marne qui nous demande comment seront équipés les travailleurs au plus près de la radioactivité, sachant qu'il est impératif de respecter le principe ALARA. Alors le principe ALARA, si j'ai bien compris, c'est as low as reasonably acceptable, quelque chose comme ça, ce qui en français... Aussi bas que raisonnablement possible. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dépatouiller un petit peu ça ? Comment seront équipés les gens ? Comment s'applique ce principe de aussi bas que raisonnablement acceptable ? Jean-Claude Zerbib ? Il y aura dans cette installation des travailleurs classés en catégorie A ou en catégorie B. Ce sont les deux classifications prévues par le droit du travail, et donc elle ne dérogera pas, elle ne sera pas particulière, elle sera comme toutes les autres installations, c'est-à-dire que les dispositifs de protection, ils seront les mêmes. Lorsqu'il y aura un risque de contamination, les intervenants seront munis de masques ou de tenues ventilées, et lorsqu'il y aura des problèmes d'irradiation, il y aura des détecteurs qui leur signaleront le niveau d'irradiation au poste de travail. Mais elle ne déroge pas, cette installation, du point de vue de la surveillance des travailleurs, ne devrait pas déroger des installations classiques. Et déjà existantes. Christophe Serre, vous vouliez compléter cette réponse pour l'IRSN ? Dans les enquêtes que fait l'IRSN sur la radioprotection des travailleurs, on peut quand même noter les efforts qui sont faits maintenant depuis plusieurs années par les exploitants nucléaires pour aller justement vers ce qu'on appelle aussi bas que raisonnablement possible, bien en dessous même des limites réglementaires, par un certain nombre de dispositions d'exploitation, de protection des travailleurs. Très concrètement, pour CIGEO, la limite réglementaire pour un travailleur de catégorie A, c'est 20 millisieverts par an. Nous, on a donné comme objectif à la conception d'être à 5 millisieverts au maximum, et on espère bien sûr faire, par an, bien sûr, on espère bien sûr faire beaucoup mieux, mais c'est-à-dire qu'on est 4 fois en dessous du niveau réglementaire. Pourquoi ? Parce que simplement, l'installation, comme on le disait, elle est relativement simple, on n'a pas manipulé de matière directement, donc on n'a aucune raison d'aller jusqu'au seuil réglementaire. Quand vous dites le seuil réglementaire, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente ce que peut recevoir un travailleur du nucléaire en une année quand il travaille dans une installation des centrales nucléaires. Voilà, ce qui est accepté pour un travailleur du nucléaire autre que sur ce projet CIGEO. Donc nous, on se place à un objectif 4 fois inférieur. On peut donner 3 chiffres. Pour le public, c'est 1. Je ne vous donnerai pas l'unité, c'est des millisieverts, mais la limite pour le public, c'est 1. Pour les travailleurs moyennement exposés, c'est 6. Et pour exposer au maximum, c'est 20. Donc, monsieur vient de nous dire qu'ils seront plutôt entre 1 et 6, entre le public et la catégorie B. Une question, je reviens à vous Christophe Serre, parce qu'il y a une question d'internaute qui vous concerne directement, qui nous parvient par SMS. Comment allez-vous évaluer que l'ANDRA a pris en compte tous les risques ? Autoriserez-vous la construction de l'enfouissement si ce n'est pas le cas ? Christophe Serre. Alors, comment est-ce qu'on évalue ? C'est effectivement notre métier. D'évaluer l'ensemble des risques qui peuvent survenir dans des installations nucléaires. On a une forte expérience sur ce sujet puisqu'on couvre l'ensemble des exploitations françaises. Je parlais tout à l'heure donc des risques qui sont classiques, mais dans un environnement qui, lui, n'est pas classique. Donc effectivement, on s'attache à bien vérifier que l'ANDRA a bien pris en compte tous ces paramètres spécifiques à l'installation. Et puis, en effet, si le dossier que remettra l'ANDRA ne nous convainc pas, nous dirons que, pour nous, c'est pas nous qui autorisons ou n'autorisons pas. Par contre, l'avis que l'on rendra à l'autorité de sûreté pourrait être négatif sur un certain nombre de points. Je ne sais pas à ce jour. Quelle force a cet avis ? C'est une simple préconisation ? C'est un avis d'importance ? C'est un avis d'importance, je dirais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une bonne coordination entre l'IRSN et l'autorité de sûreté nucléaire, chacun étant dans son rôle.
Nous analysons d'un point de vue de la sûreté et d'un point de vue scientifique l'ensemble donc des activités qui sont liées au stockage. Et sur cette base-là, nous estimons si, en effet, il y a des bonnes garanties de protection des travailleurs, de l'environnement, des populations à court terme, à moyen terme. Et puis, l'autorité de sûreté, avec aussi un collège d'experts indépendants, qui est différent de l'IRSN, établit son avis. Des questions qui reviennent aux colis bitumineux. Deux questions de Michel Marie du CEDRA. Colis bitumeux, alors on en fait quoi si l'ANDRA et l'IRSN ne peuvent pas démontrer leur sûreté en stockage souterrain ? Les conteneurs bitumeux et les autres, comment faire confiance alors que des milliers de conteneurs en Belgique laissent fuir une espèce de gélatine, ce qui était totalement imprévu ? Alors, oui, tout le monde va parler un petit peu là sur cette question. Le grand retour des... Un silence autour de la table. Personne ne voudra répondre à cette question parce qu'elle est extrêmement difficile. On en fait quoi Elle est extrêmement difficile. Il va falloir qu'il regarde comment reconditionner ce bitume, comment le transformer peut-être, comment en extraire la charge radioactive ou comment la réduire. Mais ça va être un sacré problème qui sera posée, et moi je pense que c'est une vraie question, quoi. Une petite rectification par rapport à la question posée par M. Marie. Il a dit si l'IRSN n'arrive pas à démontrer qu'on peut prendre ces colis, c'est pas le rôle de l'IRSN, c'est le rôle du CEA et des autres producteurs. Merci de le préciser. Moi je pose la question telle quelle. Merci pour ces précisions. Rappelons la loi, c'est les producteurs de déchets sont responsables de leurs déchets. Nous devons, ANDRA, mettre en place des installations permettant de les gérer à long terme, mais bien sûr, nous mettons nos conditions. C'est-à-dire que nous voulons des installations qui soient sûres. Donc on met nos conditions à l'entrée. Si on arrive vraiment à un blocage pour accepter un certain type de colis, eh bien, effectivement, comme le dit M. Zerbib, ça veut dire que le producteur responsable de son déchet doit le reconditionner, puisque c'est quand même les caractéristiques du conditionnement qui font beaucoup sur la dangerosité du déchet. Je dois dire que dans le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, un plan qui est national, piloté par la DGEC et le ministère de l'Environnement et l'Autorité de sûreté nucléaire, il est demandé au CEA de travailler sur différents scénarios de gestion de ces bitumes, justement pour anticiper et préparer la suite. Oui, c'est une question. Bertrand Thuillier, notre autre expert. Oui, écoutez, c'est une très bonne question. C'est qu'en réalité, on voit bien qu'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de solution actuellement et qu'il nous faut du temps, et que commencer une demande d'autorisation de création en 2015 et commencer une exploitation en 2025, alors qu'on ne saura même pas comment sceller ces alvéoles, mais c'est un point complémentaire. Il est certain que là, on a un calendrier qui n'est absolument pas tenable par rapport à l'ensemble de ces questions. Là, si on discute depuis quelques dizaines de minutes sur ces points-là, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Il faut, je crois, rappeler un peu le calendrier. Le calendrier, s'il est demandé à l'ANDRA de déposer en 2015 une demande d'autorisation pour son stockage, et pas pour les bitumes, pour son stockage. Alors, c'est pas parce que les bitumes demandent des travaux supplémentaires qu'on va arrêter la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs en France parce qu'il y a un exploitant qui n'a pas encore rempli ses obligations. Non. On a une feuille de route qui a été fixée par la loi de 2006 qui dit l'ANDRA dépose en 2015 une demande d'autorisation pour son stockage. Ensuite, elle va être examinée par l'ensemble des évaluateurs, la Commission nationale d'évaluation, l'Autorité de sûreté nucléaire avec l'IRSN, comme le disait M. Serre tout à l'heure. Et c'est là qui va être l'heure de vérité. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt ? Si on n'est pas prêt, pour avoir fréquenté ces évaluateurs, je sais qu'ils le diront et qu'on sera renvoyé à nos études. Et donc, la question que soulève M. Bernard Thuillier, elle ne se pose pas maintenant. Elle se posera le moment venu quand l'ANDRA aura rendu son dossier de demande d'autorisation. Christophe Serre, vous voulez répondre là-dessus ? Pour compléter, je crois que là, il faut être effectivement précis sur le calendrier. Je vois 3 points extrêmement importants qui devront être apportés par l'ANDRA dans son dossier de demande d'autorisation de création. C'est premièrement, quels sont les colis et les conditionnements qui seront acceptés. On parlait d'acceptance tout à l'heure. Deuxièmement, quel est le système de fermeture ? Vous en parliez. Oui. Au moins un possible qui sera apporté dans le dossier. Et troisièmement, c'est la démonstration de la maîtrise de l'ensemble des risques dont on a parlé en début de réunion. Ces 3 points-là, ils sont absolument indispensables au moment de la demande d'autorisation de création.
On est bien d'accord. Bertrand Thuillier ? Oui, écoutez, moi, on est tout à fait d'accord. Il y a une question de temps là qui n'est pas tenable par rapport à tous ces essais. Les essais par exemple de scellement, si je reviens dessus, en fait, on n'aura pas les résultats avant 2025, c'est-à-dire avant le fait qu'on ait déjà mis des colis dans le stockage. Et on parle des colis, de la nature des colis. Si on ne prend pas les colis bitumineux, les 74 000 colis bitumineux, ça veut dire qu'on ne prend pas non plus les 47 000 colis dont on ne connaît pas la nature. On ne prend pas non plus les combustibles usés qui seront trop chauds. On ne prend pas non plus les colis qui produisent trop d'hydrogène, les B5.1. On ne prend pas non plus les colis de l'EIP qui sont mal reconditionnés, etc. etc. Monsieur Thuillier, vous êtes en train de tout mélanger. Mais non, je ne mélange pas tout. Vous balancez des noms comme ça. Les colis de l'EIP, c'est les colis bitume, c'est les mêmes. Alors, nouveau petit pugilat entre vous deux, monsieur Thuillier. Les 47 000 colis que vous évoquez, je vous ai déjà dit que... Pardonnez-moi, mais on ne vous entend pas quand vous parlez tous les deux en même temps. Donc, je vais être obligé de faire un petit peu la police. Alors, moi, je pense qu'on ne va pas rester sur du débat stérile de ce niveau-là. Il y a une question qui a été soulevée qui me paraît intéressante, c'est celle de la fermeture des alvéoles, puisque à l'issue de l'exploitation du stockage, le but est de pouvoir fermer le stockage pour qu'il confine la radioactivité sur des très grandes échelles de temps. On parle de centaines de milliers d'années. Et donc, il faut que ce stockage soit imperméable à l'eau. On est dans une couche d'argile qui est très favorable pour cela, mais comme on a fait des galeries, il faut qu'on reconstitue l'imperméabilité, et pour cela, on conçoit des scellements, qui sont des dispositifs spéciaux avec une argile spéciale gonflante qui va permettre de rétablir l'étanchéité. Ces scellements, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dessus au niveau international, la France et d'autres pays, puisque pour tous les stockages, la question se pose de la même façon. Donc on a énormément de données sur les caractéristiques de l'argile gonflante, sur comment est-ce qu'on peut faire un scellement. Aujourd'hui, nous avons en cours un essai de scellement, de tronçon de scellement qui a été monté au laboratoire souterrain, donc in situ, dans l'argile à 500 mètres de profondeur, qui va nous permettre de vérifier effectivement son comportement. On a lancé à Saint-Dizier un essai à l'échelle 1 dans une galerie de 9 mètres de diamètre, et donc là, on s'est mis en surface parce qu'on n'a pas de galerie de ce diamètre en profondeur. Donc nous, on est en train d'accumuler tous les éléments de preuve qui vont nous permettre, dans notre dossier, de présenter à l'ASN et l'IRSN, de dire voilà comment on peut faire un scellement et voilà quelle sera sa performance, évaluée de manière extrêmement prudente bien sûr puisqu'il reste toujours des incertitudes, mais avec ces éléments-là, on considère qu'on peut déposer notre dossier. Et il faut vraiment savoir que les scellements, c'est quelque chose qui regarde au niveau international. L'essai dont je vous parle à Saint-Dizier, il est fait dans le cadre d'un projet européen. Les Canadiens ont fait des essais de scellement, les Suédois en font aussi. On travaille là avec une base internationale qui nous apporte énormément d'éléments de recherche, de démonstration à l'appui de notre démonstration. Jean-Claude Zerbib. Oui, on n'a pas parlé du risque eau. Effectivement, c'est à long terme, c'est le problème numéro 1. Parce que qu'est-ce que le déchet craint le plus ? C'est l'arrivée de l'eau. Et si on lui donne du temps, 20 ans, 50 ans, 100 ans, il va finir par attaquer le conteneur, enfin l'enveloppe. Puis cette eau va commencer à attaquer la matrice elle-même. Donc le problème, c'est comment se garantir vraiment de la non-arrivée de l'eau. Je pense que l'eau finit par arriver. Et donc le problème, c'est combien de temps espère-t-on l'empêcher d'arriver à venir lécher les colis et à commencer à les attaquer ? Christophe Serre, vous voulez compléter ce propos ? Oui, sur l'aspect scellement, c'est effectivement un point clé. La moindre des choses qu'on puisse attendre effectivement de la part de l'ANDRA, c'est qu'ayant fait un trou, sache le refermer. Alors après, c'est vrai que sur une exploitation qui va durer une centaine d'années, voire un petit peu plus, l'ANDRA a aussi le temps de définir ou d'optimiser, comme on dit, un principe de scellement. Mais ce que nous demandons, nous, à l'IRSN... D'améliorer, voilà, ça, c'est vrai. Ceci dit, ce que nous demandons, c'est qu'au moins au moment du DAC, c'est-à-dire la demande d'autorisation de création, l'ANDRA apporte des éléments suffisamment crédibles pour dire, voilà, il existe au moins une solution. Fabrice Boissier a raison. On peut aussi utiliser des données qui sont produites à l'étranger. Mais enfin, à un moment donné, il faudra que ce soit démontré in situ par un démonstrateur. Oui. Mais au moins pour le DAC, il faut avoir suffisamment de données qui soient tirées de l'étranger d'un certain nombre Pardon ? 2015. Oui, 2015. De manip, d'expérimentations qui sont faites à divers endroits pour pouvoir dire, oui, il en existe au moins une avec tel niveau de performance, c'est-à-dire telle propriété.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais alors pourquoi la Commission nationale d'évaluation dit qu'on n'aura pas les résultats avant le début de l'exploitation en 2025 ? Bon, moi je me fais que le messager et le lecteur. Il s'agit là des résultats de l'expérimentation qui est en cours. Oui, c'est justement pour cette raison-là qu'on ne se contente pas d'une expérimentation en cours qui ne fournira ses résultats qu'après la demande d'autorisation de création. Pour pouvoir dire oui ou non au moment de la demande d'autorisation de création, il existe une solution qui est suffisamment crédible, telle que présentée par l'agence. Mais avouez que c'est quand même étonnant de commencer un enfouissement alors qu'on n'a pas les résultats des scellements et donc du confinement. C'est le problème du temps très long sur lequel un de nos internautes rebondit. Raymond Chaussin nous dit « Visiblement, il reste beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'essais à faire et on lance tout de même ce projet en vraie grandeur, irresponsabilité quand tu nous tiens ». Ça vous fait réagir, Christophe Serre ? Oui, enfin pas spécialement sur ça, mais je voudrais dire que l'acte important lors de l'exploitation de Cigéo, ça sera de descendre le premier colis. Donc oui, on parle de l'autorisation de création, c'est effectivement la naissance de l'installation, mais c'est pas encore, et loin de là, l'autorisation de descendre un colis. Et donc pour la descente, l'autorisation de descendre les premiers colis, qui sera donnée par l'autorité de sûreté nucléaire, eh bien, il faudra qu'il y ait ces éléments qui sont en attente de démonstration, qui soient apportés. C'est d'ailleurs pas le seul, celui concernant le scellement. Il y a aussi des éléments de démonstration à apporter avant que l'Andra ne soit autorisé à descendre des colis sur la constructibilité, la manière de construire les grandes alvéoles. Oui, tout à fait. Mais je crois que Fabrice Boissier, pour répondre à la question de M. Chaussin, au contraire, j'ai la sensation que la France s'est engagée depuis très longtemps dans une politique extrêmement responsable, en sens qu'elle est très progressive. Ça fait depuis la loi de 91 qu'on est engagé dans un processus qui franchit les étapes une par une, qui s'appuie sur les travaux de recherche, sur les travaux de conception. Et il faut voir que le jalon de 2015, quand l'Andra devra déposer un dossier, ce n'est qu'un jalon. Après, il y aura encore toute une phase d'évaluation. Bien sûr, le jour où l'État autorisera la construction du stockage, c'est une étape importante. Monsieur Serre a dit que la descente du premier colis, c'est aussi important, mais comme il le soulignait, avant de pouvoir descendre le premier colis, la SN l'a déjà dit, ils vont nous demander de construire des alvéoles témoins et de les observer. S'il faut attendre, on retardera l'autorisation pour observer. Et nous avons même proposé de garder d'autres étapes importantes après ce premier colis, puisque nous proposons que déjà 5 ans après la mise en service, puisque nous avons une phase un peu de prototype, de déploiement du stockage, au bout de 5 ans, qu'on a un premier rendez-vous qui soit aussi un point important de rendez-vous avec l'ensemble des parties prenantes pour faire le point sur où on en est, est-ce que la progressivité est bonne ou pas, et à partir de là, engager les phases suivantes. Donc on n'est pas du tout dans une logique irresponsable, au contraire. Je pense qu'on est dans une logique très responsable qui se soucie du problème à long terme que peuvent poser les déchets radioactifs et qui essaye d'y trouver une solution en l'engageant pas à pas, avec beaucoup de prudence et de progressivité. Et je peux vous dire que toutes les équipes de l'Andra qui travaillent sur ces dossiers d'arrache-pied ont vraiment la conscience de faire un travail pour le bien des générations présentes et futures. Bertrand Thuillier. Je nie pas qu'il n'y ait pas de recherche qui soit effectuée à l'Andra. Mais le souci, et vous avouerez quand même l'étonnement, c'est qu'on va commencer une exploitation avant même d'avoir les résultats scientifiques et la recherche qui va avec. Comme de la même manière, la modélisation. La modélisation n'a pas été validée. Et ce n'est pas moi qui le dis non plus, c'est l'Agence de l'énergie nucléaire qui dit qu'il n'est pas possible en l'état, parce que ça nécessite des temps longs, de pouvoir valider la modélisation d'un stockage, et toute la sécurité du stockage repose sur cette modélisation. Monsieur Thuillier, encore vous sortez des phrases de leur contexte. Vous êtes en train de parler des travaux de l'Agence de l'énergie nucléaire, de l'OCDE, qui a regardé les travaux à 1 million d'années. Alors bien sûr, tout le monde le sait, et c'est une évidence qu'a rappelé l'Agence de l'énergie nucléaire, quand on fait une modélisation à 1 million d'années, on ne peut pas attendre 1 million d'années pour voir si les résultats sont bons. Mais la suite du document, c'est ça qui est important, vous n'arrêtez pas de sortir des phrases de leur contexte. La suite du document dit que... Il faut déployer des méthodes adaptées pour quand on doit gérer la démonstration du temps long, donc la sécurité du stockage sur des centaines de milliers d'années, et ne pas s'appuyer uniquement sur la modélisation, mais sur l'observation géologique aussi sur des expérimentations en laboratoire, aussi sur les analogues naturels qu'on peut trouver, des objets archéologiques ou des sites géologiques similaires, et donc accumuler un faisceau de preuves qui puisse être suffisamment probant pour qu'on puisse engager, encore une fois très progressivement, la construction du stockage. C'est ça que dit ce document, et non pas uniquement la phrase que vous sortez comme ça hors de son contexte. Christophe Serre, qui complète le propos. Je veux compléter et appuyer le propos de M. Boissier. Effectivement, ce n'est pas sur la base d'un chiffre
ou de plusieurs chiffres qui seraient sortis d'une modélisation, qu'on aurait confiance ou pas dans la sûreté du stockage. C'est comme M. Boissier l'a dit, un ensemble d'éléments, depuis les connaissances de la géologie, sur les interactions entre les différents matériaux, en passant par une vérification à travers, vous avez raison, la modélisation, pour avoir une idée de comment évoluent les choses dans le temps, que l'on pourra se construire une confiance sur l'évolution du stockage. Et quand il y a des choses qui ne vont pas marcher, pas fonctionner, une hypothèse soulevée par Urbanski par mail, les colis qui seraient refusés au stockage parce que ne respectant pas les normes de l'ANDRA vont donc faire des va-et-vient à travers la France. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, on essaye d'éviter ces choses-là. C'est-à-dire que avant qu'un colis puisse être envoyé sur Cigéo, on accumule les contrôles pour vérifier qu'il est effectivement acceptable. Donc, il va être expédié sur la base de contrôles, de documentation et de contrôles qui permettent de vérifier qu'il est transportable, parce qu'il y a deux notions différentes. C'est est-ce qu'il est transportable ? Et donc là, il y a des critères de non-contamination à respecter. Et puis, est-ce qu'il est acceptable dans Cigéo ? Là, on a beaucoup d'autres critères. Et par sécurité, quand il arrive sur Cigéo, on refait des contrôles. Et si ces contrôles venaient à montrer un problème, eh ben ce colis devrait retourner sur la responsabilité de son producteur. Mais bien sûr, on évitera de faire des allers-retours successifs. Christophe Serre de l'IRSN, un complément ? L'autorité de sûreté nucléaire est en train de mettre en place d'ailleurs une réglementation pour pouvoir s'assurer que tout colis qui irait vers Cigéo répondra bien aux caractéristiques auxquelles il doit répondre. Et l'IRSN est sollicité pour vérifier effectivement que les producteurs font leur travail de ce point de vue-là. Des questions qui nous arrivent par mail sur... on sent qu'on est dans l'après-Fukushima. Laurence Prévost nous dit le Japon et la Russie, eux aussi, étaient soi-disant sûrs de la sécurité de la planète et de la population. Le résultat, 2 catastrophes majeures à mes yeux pour l'équilibre de la planète bleue. Le bien-être présent ne vaut rien si le futur n'a pas d'avenir. Complété par cette réflexion de Marine Bernard qui nous écrit de Haute-Marne. Nul n'est à l'abri d'une nouvelle guerre mondiale ou d'un acte de terrorisme. Pensez-vous que la sécurité de Cigéo serait maintenue dans ces cas ? Fabrice Boissier. Peut-être deux éléments par rapport à Fukushima, qui est, je crois, dans toutes les mémoires, à juste titre, comme une catastrophe mondiale. Premier élément, le TEPCO, l'exploitant de la centrale nucléaire, avait dans sa mission de produire de l'électricité, et je crois que c'est établi aujourd'hui, même si je n'ai pas participé aux expertises. Ils ont failli dans certains paramètres de sûreté, c'est-à-dire qu'ils ont laissé un peu de côté la sûreté par rapport à leur tâche de production. Ils ont même triché. L'ANDRA, ils ont triché. Voilà, comme je le disais en introduction, l'ANDRA a une seule mission, c'est mettre en sécurité les déchets. Donc nous, si on voulait tricher sur la sûreté, on tricherait sur une mission sur laquelle on est évalué. Donc je crois qu'un élément extrêmement important de confier à une agence publique donc qui dépend directement de l'État, qui a comme seule mission de mettre en sécurité les déchets, c'est quand même une extrêmement bonne garantie que le travail est fait correctement. Deuxième élément, rappelez ce que disait M. Zerbib tout à l'heure, c'est qu'un stockage, ce n'est pas une centrale nucléaire, donc le potentiel de danger est quand même moindre. On n'est pas en train de manipuler des réactions en chaîne avec de l'eau sous pression à très haute température. Nous, on manipule des colis de déchets fermés, donc le potentiel de déchets est moindre. Ceci étant dit, bien sûr, quand une catastrophe comme celle de Fukushima se passe, il y a un retour d'expérience qui doit être tiré pour tirer tous les enseignements. Et là, l'IRSN pourra peut-être compléter, mais on est en train d'assister aujourd'hui à une évolution de la réglementation en France pour toutes les installations nucléaires, qui touche déjà les réacteurs nucléaires, on en parle beaucoup dans la presse, mais qui va nous toucher aussi, c'est-à-dire que la réglementation va être encore plus exigeante, et donc il va nous pousser vers encore plus d'excellence en termes de sûreté. Christophe Serre, pour compléter sur les retours d'expérience que Fukushima peut nous apporter. Suite à Fukushima, donc, il y a eu la mise en place d'une stratégie d'ECS, c'est-à-dire d'études d'évaluation complémentaire de sûreté, qui vise à vérifier ou à construire, si ça n'est pas le cas, dans une installation nucléaire, des protections qui permettent de maintenir l'installation en fonctionnement, même si on n'avait pas au départ imaginé qu'un événement puisse mettre en danger l'installation. Et c'est ce qui est en train d'être décliné sur les centrales nucléaires, mais c'est ce que l'ANDRA aussi va devoir étudier. Quels sont les composants
du stockage qui doivent absolument résister par rapport à une agression, c'est-à-dire un accident qui pourrait se produire dans le stockage. Ça tournera probablement, là encore, alors l'ANDRA n'a pas encore fourni d'études, mais autour d'un incendie, j'imagine. Jean-Claude Zerbib. Je voulais dire que pour Fukushima, si j'ai dit que l'exploitant a triché, il a vraiment triché. Il a pas fait des contrôles qu'il devait faire. Mais plus grave encore, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire japonaise, qui était chargée de le contrôler, a triché elle aussi. Et le gouvernement a fait sauter cette autorité de sûreté. Donc se pose la question, qui contrôle le contrôleur ? Alors on peut poser la question aux experts ou... à l'ANDRA, l'IRSN. En tant que contrôlé, je ne vais pas me permettre de donner un avis sur le contrôleur. Êtes-vous vraiment suffisamment contrôlé ? C'est une bonne question. Alors, non, qui vous contrôle ? Mon opinion personnelle, en tant qu'exploitant, là, je crois que la France a fait d'énormes progrès sur l'indépendance du contrôleur, l'autorité de sûreté nucléaire, puisque la loi de 2006 l'a rendue complètement indépendante de l'État. Pour le vivre au quotidien, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement stricts sur leur contrôle, raides même parfois. Je pense que c'est une bonne chose pour l'ensemble de la sûreté nucléaire. Bertrand Thuillier, vous voulez dire un mot sur le contrôle et les contrôlés ? On voit il y avait une question d'un auditeur sur les problèmes d'erreurs humaines et les problèmes. Et on voit que toute la sécurité repose sur les contrôles. Comme je l'ai dit, il y a des contrôles sont faillibles. Dans les stockages de l'Aube, il y a eu des erreurs. Donc, pourquoi pas des erreurs sur une durée aussi longue en termes d'exploitation de 100 à 120 ans, il y aura des erreurs. Ça, c'est imparable. Et même sans aller jusqu'à tricher, c'est une question, c'est naturel. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de problème. Et quand on regarde la conception actuellement avec les problèmes d'incendie, du fait qu'une alvéole, c'est 450 mètres, du fait qu'il y a des combustibles, du fait qu'il y a de l'hydrogène qui peut exploser, du fait qu'il y a une ventilation, du fait qu'il y a des étincelles, on peut difficilement imaginer qu'il n'y ait pas un souci à un moment donné dans cette exploitation. Alors, il y a une question pour vous, monsieur Thuillier, qui est une question un peu piquante et que je pense qu'il faut prendre avec humour. D'accord. Vous pointez du doigt les risques potentiels de CIGEO, comme l'incendie ou l'explosion. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer si vous procédez toujours ainsi pour toute création de l'homme ? Un couteau peut blesser, une voiture peut avoir un accident, un immeuble peut s'écrouler, un avion peut s'écraser. Monsieur Thuillier, bien que scientifique, avez-vous si peu confiance en l'homme et en sa capacité de bien faire ? Non, alors justement... C'est pas une manque de confiance en l'homme. Tout à fait, non, c'est une bonne question. C'est que moi, je suis scientifique, j'ai confiance en la science et j'ai confiance à ce qui peut être fait dans le futur. Et par exemple, si on imagine ce que l'on savait au niveau des fosses marines, et on imaginait, et les océanologues, il y a 50 ans, pensaient qu'il n'y avait absolument pas de lien entre les eaux profondes et les eaux de surface. Et donc, c'est pour ça qu'on avait mis des colis radioactifs dans les fosses. Maintenant, on sait ce que ces colis sont devenus. Ils sont irrécupérables. Donc, ils sont dispersés, mais ils sont irrécupérables. Enfin, je dirais, il n'y a aucune solution. Donc, la liberté de décision en ce qui nous concerne vis-à-vis de ces colis qui ont été mis dans les fosses en Normandie, enfin au large de la Normandie, etc., on n'a plus de décision. Et là, c'est exactement le même principe. Moi, je dis, on a du temps pour faire, parce qu'on sait faire des entreposages de longue durée, prenons le temps de bien faire les choses, gardons à la science la capacité de pouvoir travailler, parce que, par exemple, il y a une centaine d'années, la radioactivité, on ne l'imaginait même pas. Il y a des progrès, et la science fait des progrès de manière exponentielle. Donc, non, au contraire, c'est un discours tout à fait positif. Et quand on voit également, et je m'en arrête là, quand on voit ce que l'on faisait au niveau des déchets ménagers il y a 20 ou 30 ans, on les enfouissait. Donc, l'enfouissement, c'est vraiment une solution du siècle dernier. Donc, non, c'est tout à fait à l'inverse de cette remarque. Ça fait réagir Fabrice Boissier. Oui, je crois que M. Bernard Thuillier vient de faire un plaidoyer pour CIGEO, c'est-à-dire qu'on ne va pas enfouir comme on a enfoui des déchets ménagers. On va stocker et de manière réversible. Il y a eu un débat sur la réversibilité la semaine dernière. Et justement, cette réversibilité vise à donner la possibilité aux générations suivantes d'adapter les solutions. Je voudrais revenir quand même sur la question telle qu'elle est posée, parce qu'elle me paraît importante. CIGEO, finalement, n'est qu'un cas particulier d'installation industrielle ou même de toute opération humaine. La démarche qu'a menée l'ANDRA
d'analyse de risque et que M. Tullier a découvert en lisant nos documents, elle n'est pas spécifique à l'Andra. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'elle est demandée à tout industriel, et je crois que M. Tullier a travaillé dans l'industrie, il a dû voir ça sur les installations industrielles. On commence, quelle que soit l'installation, par lister tous les risques, et cette liste, elle comprend toujours l'incendie, les chutes de charge, les séismes, les destructions de bâtiments, et donc toute cette démarche extrêmement analytique qui permet d'identifier les risques et ensuite seulement de montrer qu'on est capable de les maîtriser, elle a été menée par l'ANDRA dans le strict respect des méthodologies qui sont établies, scientifiquement prouvées comme étant efficaces. Alors, une réponse très brève, je peux vous poser une dernière question. Par rapport à la question de la philosophie, l'approche des déchets, en fait, l'idée, c'était justement de ne pas enfouir, c'était le pouvoir valoriser, de pouvoir séparer, de pouvoir extraire, de pouvoir utiliser avec la science maintenant, et c'est ce que l'on fait, on valorise les déchets. Donc, c'était pas du tout une question de faire, de ce que pensait M. Boissier. Non, c'est vraiment comment dire, une approche circulaire, une approche de pouvoir récupérer ces déchets, de pouvoir les valoriser. Et on peut supposer que d'ici 100, 200, 300 ans, pourquoi pas, on peut faire confiance à la science. On peut aussi supposer que ces déchets aient conduit à un danger inacceptable pour la société et causer une catastrophe écologique. C'est aussi une possibilité. Alors, et je ne pense pas qu'on puisse prendre le risque qu'elle advienne. Tout à fait. Et alors à ce moment-là, et si je peux me permettre, il y a des risques qui sont tout à fait patents, et Bernard Laponche l'a bien souligné, au niveau des piscines, à proximité des centrales, et donc il y aura peut-être une priorité à travailler sur ces questions de piscines qui sont un danger, et là, urgent, à traiter. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais n'empêche que les financements, ils sont quand même pas non plus extensifs. Là, on ne sait même pas combien ça va coûter. On a parlé de 10 milliards au départ. On est passé à 15 milliards. Maintenant, on parle de 35 milliards. Donc, moi, je préférerais qu'on travaille sur les urgences. Et les urgences, actuellement, ce serait plutôt les piscines. Donc, question danger, non, il faut remettre les choses d'aplomb. On arrive au terme de notre débat. Je vous remercie à tous de votre participation et de vos questions. Elles ont été nombreuses en direct et sur le site. Un petit mot de Jean-Claude André, puisque les habitants sur le site de Bure n'ont pas pu suivre le débat en direct. Vous vouliez en dire un mot, leur répondre ? Oui, quand j'ai proposé tout à l'heure une discussion sur des aspects de risque immédiat, alors je vous ai écouté et comme je n'ai pas le droit d'intervenir, donc je ne suis intervenu que parce qu'à un moment donné, il me semblait que le mot d'acceptation n'était pas très clair. On peut faire un débat philosophique là-dessus, mais ce n'est pas la question. Moi, je regrette un peu, finalement, que ce débat public ne soit pas public, que les habitants, les riverains puissent venir poser leurs questions au quotidien. Ce qu'on a fait aujourd'hui, moi j'aime bien, ça m'intéresse, c'est un débat d'experts pour la société. Mais qu'est-ce qu'il pense le citoyen de base ? Enfin, c'est pas péjoratif. Est-ce que lui ressent quelque chose qui peut le perturber ? Est-ce que sa vie va changer ? Est-ce qu'il va vendre son blé de la même façon ? Pour dire des choses un peu banales qui représentent un certain nombre de questions que les gens me posent dans ma maison de campagne, qui n'est pas très loin de Bure. Donc, quelque part, cet aspect humain, cet aspect vu par le citoyen, on y a échappé ce soir. C'est pour ça que j'avais lancé un peu cette discussion vers. Donc ça veut dire que ce débat public qui passe par la télévision ou par des voies Internet, eh bien, il n'est pas suivi par le riverain, ou très peu. Et donc ça, je pense que là, il y a un biais, on a un réel problème. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est fait là est sans intérêt. Moi, j'y ai pris un peu de plaisir. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque la personne de base qui est celle qui va subir ou pas subir. Elle peut apprécier. Mais il faut qu'elle soit consciente qu'il se passe quelque chose avec elle. Et là, on est dans un débat où finalement, on serait dans un autre pays. Eh bien, on pourrait dire la même chose, ce qui me gêne un peu. Voilà, c'est un peu pour ça que j'avais lancé la discussion sur le risque immédiat, parce que ce sont les citoyens d'aujourd'hui qui, certes, l'âge moyen des populations aux alentours de 60 ans, mais pour autant, il y aura peut-être des suites. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, eh bien, ça conditionne aussi ce qu'on fera demain. On a surtout parlé de demain. Merci voilà, Jean-Claude André, merci à vous, merci à tous, merci à tous les internautes qui ont alimenté ce débat avec leurs questions. J'en profite pour préciser qu'il sera répondu
à toutes les questions qui sont arrivées sur le site, à la fois par Landra et par nos experts indépendants. Vous pouvez encore, entre les débats, déposer vos questions sur le site à l'adresse questions@débatpublic-cigeo.org. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre débat qui sera consacré au transport des déchets et pour lequel on a déjà reçu de nombreuses questions sur le site. Merci, à mercredi prochain, 23 octobre à 19h.